Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous serons en compagnie de Rocksucker et nous allons découvrir le magazine Top Secret. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Rocksucker, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Nous allons découvrir ensemble votre revue Top Secret. Depuis quand existe-t-elle, la revue Top Secret, et quels sont vos objectifs? Le premier numéro de Top Secret, je crois, est sorti au tout début du mois de janvier 2002. Donc, faut resituer ça à l'époque. On était encore sous le choc du 11 septembre, hein, quand même, l'événement qui venait de se produire à l'époque. Mais par contre, donc, le projet de ce magazine, était né une bonne année avant. Un an avant, j'avais une expérience dans la presse, moi, par la force des choses, finalement, pas tellement par goût, mais par la force des choses, parce que pour le travail. Donc j'avais travaillé dans la presse, et puis arrivé à un moment, je m'étais demandé ce que je pouvais apporter de plus par rapport à tout ce que j'avais pu faire. Quel magazine j'avais envie de créer, de faire, si jamais je devais me lancer vraiment tout seul. Puis Top Secret s'est imposé. Ça s'est imposé à moi pour plein de raisons assez étonnantes, jusqu'au titre du magazine qui était que j'ai même pas eu besoin vraiment de choisir, parce qu'en réalité c'était à ce moment-là le seul titre qui était libre. D'accord. Donc vous voyez, tout était déjà, j'ai l'impression que tout était déjà prédestiné par rapport à ce magazine-là, que les obstacles s'écartaient au fur et à mesure de la progression du mag, et de la progression du projet, même s'il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu des choses aussi, il y a eu aussi des oppositions mystérieuses, magiques, on peut le dire. Et voilà, et son contraire. Donc c'était plutôt favorable au final. Ça a été comme sur des rails. D'accord. Mais sachez-le, 2 ans et demi avant, ou peut-être 3 ans et demi avant que cette idée ne naisse, évidemment j'étais passionné par tous ces sujets-là, mais je ne m'y étais jamais confronté. C'est-à-dire que je ne m'étais jamais permis de m'intéresser à ces choses-là. Je n'avais quasiment jamais lu de livre. J'avais lu peut-être un livre ou deux sur l'ufologie, et c'est tout. Oui, alors justement, quels sont les principaux thèmes que vous développez, que vous abordez dans la revue Top Secret? Le magazine Top Secret, son objectif, c'est de regarder le monde autrement, d'essayer de défricher des terrains qui sont restés inexplorés, au risque de se tromper, hein, c'est pas grave, c'est d'aller pousser le raisonnement un peu plus loin, et d'aller chercher d'autres causes aux effets que nous observons dans la réalité. Donc au niveau des sujets qu'on traite, l'ufologie tient une part importante, parce que à travers l'ufologie, l'intérêt de ce domaine particulier de la recherche, c'est que nous pouvons toucher toutes sortes de secrets. Et nous pouvons toucher les secrets militaires, forcément, avec toute la technologie qui peut être observée à travers les ovnis, que ce soit l'antigravité, la MHD, la résistance des matériaux, etc., etc. Tout ça intéresse l'armée. Donc on est tout près du secret militaire. Les militaires s'intéressent à cette question-là, justement par rapport aux performances des engins des ovnis qu'ils aimeraient bien imiter.
Il y a évidemment le secret politique, puisque par rapport aux conséquences sociologiques qu'une révélation, qu'une divulgation pourrait provoquer, les gouvernements sont obligés d'avoir des politiques, d'échafauder des politiques, etc., pour maintenir en tout cas le statu quo, maintenir l'équilibre au niveau de la société. Donc ça, c'est un deuxième volet. Évidemment, ça touche aussi à l'économie, etc. Puis ça touche aussi et surtout à la religion, à l'aspect religion. Donc au-delà de la religion, du spirituel. Oui. Puisqu'on peut retrouver dans les textes anciens, dans les textes sacrés, on peut retrouver pas mal de choses qui sont très proches de ce que nous relatent les témoins de manifestations d'OVNI. De la même manière que, par exemple, dans des apparitions mariales telles que celle de Fatima que vous connaissez, on peut voir un lien exactement aussi avec le phénomène OVNI, et ça, bon, les ufologues se sont largement penchés sur ces questions. Donc, le phénomène OVNI, ou l'ufologie, si vous voulez, peut être au cœur de toutes sortes de sujets. Donc, ce sera plus de l'ufologie, puisqu'on va aborder ces questions-là de manière totalement décalée, innovante. Mais la question de que sont ces engins et qui sont aux commandes de ces engins, etc., nous permet de déboucher sur énormément de questions, à savoir la connaissance technologique de l'humanité, le voyage dans le temps, l'histoire de la découverte des continents, etc., etc. Alors on raconte beaucoup de choses, mais le fond de la réalité, où est-il exactement? Je veux parler surtout de preuves, de certains acquis. C'est ça qui nous intéresse finalement, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui brodent autour de tous ces phénomènes, mais la réalité, où se situe-t-elle, la réalité? Ça a demandé ça à un scientifique, vous verrez sa réponse, c'est pas si simple. Il y a des réalités, je pense qu'il y a des réalités qui sont qui dépendent de l'observateur, qui observe le réel. Donc trouver des preuves, avoir des preuves dans ce domaine-là, en tout cas, c'est pas l'objectif de mon magazine. C'est pas l'objectif de Top Secret, de détenir la preuve, si vous voulez. Parce que une preuve, dans ce domaine-là, c'est très subjectif, c'est pas si évident que ça. On est vraiment dans un domaine où il faudrait redéfinir le réel pour parler vraiment de preuves après. Sauf à imaginer que vous avez un petit gris qui va sur TF1 demain, ou un reptilien, ou ce que vous voulez, enfin une créature extraterrestre qui vient sur un plateau de TF1, là vous aurez votre preuve. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui s'opposent à la preuve, c'est-à-dire la preuve matérielle. Encore faudrait-il que il y ait une nature permanente matérielle de ces objets. Je parle en matière d'OVNI, là. Oui. Si jamais il arrivait qu'on ait des preuves par des crashs ou des choses comme ça, ou certains débris... Comme à Roswell. Par exemple à Roswell, etc. Il y a, comme je vous l'ai dit, des intérêts militaires, politiques, etc., religieux, qui vont faire en sorte que ces preuves vont très vite disparaître. Oui, voilà. Il se trouve que dans toutes ces recherches, pas seulement en ufologie, mais dans tout ce qui sort on va dire de l'orthodoxie de l'histoire telle qu'il nous est racontée, de la chronologie, de l'histoire des civilisations, etc. Tout ce qui sort de cette grande chronologie, de cette grande a tendance à disparaître très rapidement. Très rapidement. C'est-à-dire que les découvertes qui ont pu être faites d'objets insolites pris dans du charbon, des clous, des semelles de chaussures, etc. Si on a une photo de ces objets-là de temps en temps, c'est formidable. Parce que généralement, ces objets et ces traces disparaissent très vite dans des musées privés, dans des collections privées. On a l'exemple, par exemple, de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Qui est une découverte inattendue en réalité. Donc qui n'a pas été préparée, on va dire, par des gens de l'ombre. Alors, voyez, là c'est le côté un peu de Top Secret. Au final, à force de se poser des questions, de voir qu'on n'arrive pas à choper cette preuve, on finit par se dire, mais il faut bien qu'il y ait une cause.
Bien sûr. Il faut bien qu'il y ait une intervention quelque part. Cette intervention, elle peut être visible comme elle peut être invisible. Tout à fait. Il se trouve que on a remarqué que certaines recherches intéressaient des officines. On était surpris de découvrir ça. Ouais. Qu'en fait, toutes ces recherches archéologiques, etc., intéressent de très près certains services. On peut même se demander, parce qu'il y a des objets du tombeau de Toutankhamon, comme notamment il y a deux petites momies au crâne atrophié, un peu disproportionné, avec des gros globes oculaires qui ressemblent assez à ce qu'on pourrait appeler des petits gris aujourd'hui. Ouais. Et qui ont disparu. Ces deux corps-là ont disparu assez rapidement. Donc impossible de faire une analyse ADN. Vous voyez, alors on a dit après que c'était des cousins du pharaon ou des petits neveux, enfin des gens de la famille du pharaon qui avaient été enterrés là avec lui. Mais enfin, c'est complètement gratuit de dire ça puisqu'il y avait ni inscription et puis aucune expertise d'ADN possible. Les deux momies avaient disparu. On est continuellement dans la conspiration finalement. Alors, soit on décide de prendre tout ce qui vient comme ça vient et se dire c'est le destin, c'est la fatalité, et auquel cas on peut passer son chemin, vivre toute sa vie heureux et avec un grand sourire et vivre une vie formidable. Ou alors on essaie au contraire de se poser des questions sur les causes de tout ce qui arrive. Et d'essayer de comprendre pourquoi telle chose arrive plus systématiquement que telle autre. Et alors, forcément, il arrive un moment où on peut trouver des réponses qui fâchent. Oui, c'est sûr. Le but, et le but, l'intérêt, c'est de toujours garder du recul. C'est-à-dire de se dire, c'est une possibilité. C'est vrai que statistiquement, cette possibilité devient très intéressante parce qu'elle se répète souvent. Mais ça ne veut pas dire que tu as raison. Voilà. Penser qu'on a raison là-dessus, ce serait le début de la folie, si vous voulez. Là, non, on est dans une quête perpétuelle d'explication. Alors, évidemment, c'est moins confortable. La vie est moins confortable quand on pense tout ça, quand on se pose ces questions sur tout ça. Parce qu'après, sur Toutankhamon, on peut se dire, tiens, c'est curieux, cette malédiction de Toutankhamon. Il n'y en a pas 36 des malédictions de découvertes archéologiques. Mais il y en a une justement sur cette découverte-là qui était une découverte inopinée auquel personne ne croyait. Donc celle-là n'a pas été devancée par des officines. Elle n'a pas été guidée, télécommandée. C'est l'équipe elle-même qui est rentrée pour la première fois dans le tombeau, etc. Et alors on se dit, après tout, cette malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas bonne façon de faire disparaître des témoins qui auraient pu voir des choses. Vous voyez ? On retrouve le même cas de malédiction, je pense que ça va vous venir tout de suite à l'esprit, non ? Beaucoup plus récemment, la dernière malédiction qu'il y a eu là. Tutsi, le corps de 5000 ans retrouvé dans les Alpes autrichiennes. Oui, tout à vous fait. Savez, pris dans la glace, intact. C'est ça, oui, tout à fait. Avec ses vêtements, etc. Il avait même des antibiotiques sur lui, des plantes, etc. Tous les témoins de la découverte de Tutsi sont morts. De la même façon. Alors là, c'est pareil. On peut se dire, putain, pas de peau, les mecs, quand même. C'est pas de peau. C'est la loi des séries. On peut dire, c'est la loi des séries. Et puis après, on peut aussi se dire, tiens, après tout, est-ce que ces gens-là n'ont-ils pas vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir ? C'est tout le jeu. C'est le jeu de Top Secret, de s'amuser à se faire peur, mais à partir de choses réelles et qui sont finalement tout à fait possibles. Oui, parce qu'on peut pas vivre heureux, enfin, en principe, on peut pas vivre heureux dans l'ignorance. Ou peut-être c'est le contraire, peut-être. Oui, mais on se pose des questions sur son devenir déjà, parce que tout est lié. En tout cas, c'est pas le but. Moi, je pense que ce n'est pas le but de vivre toute une vie dans l'ignorance. Je pense qu'on n'est pas venu là pour ça. Non. Notamment sur, par exemple, les phénomènes, on peut plus dire phénomènes maintenant, mais sur les NDE, sur les expériences aux frontières de la mort, dont on traite ici, dans l'émission La Clé du Mystère, régulièrement de ces sujets. Qu'est-ce qui se passe après la vie ? Tout le monde se pose la question. Absolument. C'est une question essentielle aussi, qui mérite d'être posée. Vous avez des gens qui ne se poseront jamais la question. Oui, mais est-ce qu'ils se la posent pas inconsciemment ? Ça, faut leur demander. Est-ce qu'ils ne mettent pas ça dans un tiroir et puis au moment de mourir, c'est là où on tire la sonnette d'alarme ? Chaque cas est particulier. Il y a des gens qui
sont nés depuis la naissance, et je pense que vous en êtes, se posant des questions sur qui ils sont, d'où ils viennent, où ils sont, parce que finalement, où est-ce qu'on est? On est sur Terre, mais la Terre, elle est où? Elle est dans le système solaire. Le système solaire, il est où? Il est dans la galaxie. La galaxie est où? Dans l'univers. Et l'univers, au final, l'univers se retrouve où? Oui, tout à fait. Et c'est des questions insolubles. Il n'y a pas de solution. Et donc, moi, ce que je trouve complètement paranormal, ce que je trouve complètement fou, aberrant, c'est de pas voir qu'il y a un problème, juste dans le fait de notre existence. Ça me paraît évident. De ne pas se rendre compte de ça, alors que la notion de l'infini, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, devrait déjà nous être une preuve. Vous voyez, ça devrait déjà être une preuve qu'il y a un mystère. Bien sûr. Et qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. C'est ce que je disais aux adultes quand j'avais 7 ans, qui me posaient la question suivante. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? J'ai dit, écoutez, regardez, levez la tête et vous avez déjà la réponse. J'avais 7 ans, 6 ou 7 ans. Mais oui, mais bien parce que, comme je vous l'ai dit, des gens comme vous qui vont se poser la question dès la naissance, je veux dire, immédiatement, ils vont avoir cette conscience-là, ce lien avec l'univers, ce lien avec l'autre côté de la matrice. Ouais. Et puis, vous aurez d'autres personnes qui n'auront pas ça, n'auront pas cette étincelle. J'ai bien peur, malheureusement, que ça ne soit pas contagieux. C'est-à-dire que j'ai peur que on ne peut pas le transmettre à son voisin. Il faut que le voisin ait déjà quelque part, même si c'est à l'état très étouffé, mais il faut qu'il ait déjà l'étincelle. Si l'étincelle n'est pas là, je pense que vous pourrez remuer ciel et terre, vous opposerez un rejet systématique. Non, quelque part, c'est angoissant de vivre sur une planète, enfin dans un endroit dont on maîtrise rien, on sait pas où on va, qui on est, qu'est-ce qui se passe, et surtout quand on entend le message religieux, enfin, pour moi, dès l'âge de 7 ans, on peut se poser des questions. Ben oui, mais c'est peut-être moins angoissant d'être dans le troupeau et de suivre le troupeau sans se poser de questions, et sans se poser la question de savoir ce qu'on fait là, etc. Je pense que c'est moins angoissant. Peut-être qu'il n'y a pas cette notion d'angoisse pour ces gens-là. D'ailleurs, quand ils ont un petit bobo au doigt, commencent à s'inquiéter, Oui, quand même. C'est clair. Il est temps. Ouais. Alors, dans l'un des numéros de Top Secret, j'ai relevé un titre. Êtes-vous prêt à choisir la pilule bleue ou la pilule rouge? Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est une question, c'est à prendre sur plusieurs niveaux. Bien sûr. Donc c'est une référence au film Matrix, vous savez, quand Morpheus propose à Neo de passer de l'autre côté du miroir. C'est une question qu'on pose perpétuellement aux lecteurs de Top Secret. Puisqu'on invite à chaque numéro le lecteur à passer de l'autre côté du miroir et à nous suivre. Et ce que je voulais s'initier à travers ce titre à ce moment-là, parce que c'était une période où on abordait des choses très sombres, on abordait des choses assez négatives, assez sombres, qui effrayaient certains lecteurs. Certains lecteurs disaient oui, mais vous faites le jeu de ceux qui veulent nous amener à brouiller du noir, à penser négativement, etc. Parce que vous nous annoncez que des choses un peu négatives, etc. Donc on avait des lecteurs qui étaient assez remontés et qui se posaient de sérieuses questions sur notre objectif, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, parce que c'est bien que les lecteurs se posent des questions. Nous c'est ce qu'on demande. Et mais en même temps, je voulais leur signifier que dans toute démarche de révélation entre guillemets, d'initiation entre guillemets, tout ça, on reste quand même, on est un magazine. Dans toute démarche de compréhension du monde, de regard du monde différemment, où on essaie de regarder de l'autre côté du miroir, il y a un moment, on passe par une phase qui va nous faire peur. C'est indispensable. C'est-à-dire que vous croyez que Néo, quand il va prendre cette pilule et qu'il va voir le miroir fondre en lui, etc., il va pas avoir peur? Bien sûr. Et en fait, cette peur que ressentent les gens, c'est parce que, justement, c'est positif, parce que ça veut dire que, ça y est, ça imprègne. Ils sont en train d'imprimer au niveau de l'ADN, et ça commence à faire son travail. Ce qui fait qu'en fait, c'est des clés qui s'ouvrent. Après ça permet de voir vraiment les choses naturellement. Et alors tout ça est résumé dans cette couverture, parce que je recevais beaucoup de courriers à ce moment-là de personnes qui me reprochaient d'aller un peu dans le dark. Mais il faut, à un moment, ce que j'expliquais, c'est qu'il faut se confronter à la noirceur du monde pour savoir
ce qu'il faut fuir, parce que ça ne sert à rien de jouer l'autruche et de se dire tout va aller bien, Exactement. tout va bien. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et alors ça, c'est la première raison qui est le premier degré donc de ma réponse. Et ensuite, l'autre aspect de ma réponse venait de cette couverture correspondait à un contexte qui était lié à une série d'interviews que j'avais fait d'une personne qui est devenue un ami et qui s'appelle Monsieur X. Cette personne a eu la gentillesse de nous accorder une série d'interviews et de révéler des choses. Cette personne est une personne qui a vécu dans le cadre des Black Programmes, des programmes secrets de la planète. Bon. Et pour que je vous dise ça, c'est qu'il a fallu quand même que je réfléchisse longtemps à son histoire, à ce qu'il était, etc., pour pouvoir au final commencer à penser que ça pouvait être possible qu'il soit vraiment ce qu'il disent être. Parce que vous devez vous douter que des charlatans et des farfelus, c'est pas ce qui manque, et que j'ai été confronté à ces gens-là. C'est ça le problème. Ouais. Mais ce monsieur X, j'ai appris à le connaître. Je l'ai côtoyé par téléphone pendant plusieurs années avant de finalement mettre ce projet en place. C'est vous dire que ça a été longuement réfléchi. Ouais. Cette personne-là avait des révélations, entre guillemets, en tout cas des choses à nous dire, dont il faut évidemment toujours garder une réserve, il faut garder l'esprit critique. Bien sûr. Parce que vu son expérience, sa situation, sa position, n'a pas pour conséquence que tout ce qu'il va dire sera vrai. Oui, exactement. Ou que ce qu'il va savoir, il le saura mieux que tout le monde. Et qu'il saura des choses que personne ne sait. Puisque finalement, on peut aussi se demander à quel point, dans ces Black Programmes, on peut jouer sur la mémoire des personnes, si vous voulez. Vous voyez ? D'accord. Mais, quand bien même sa mémoire aurait été déformée, etc., manipulée, et quand bien même on aurait utilisé sa sincérité pour manipuler le magazine et les lecteurs top secret, c'était intéressant d'aller jusqu'au bout pour voir finalement jusqu'où on voulait nous mener. Puisqu'on sait aussi que pour qu'un mensonge passe mieux, on l'entoure de deux vérités, si vous voulez. Exactement. Et qui essaierait de manipuler, justement ? Alors, c'est les fameuses personnes responsables de ces Black Programmes. Oui. Là, on est dans du très haut niveau. Puisque je vous raconte, moi, je n'ai jamais participé à ces choses-là, je n'y ai jamais assisté, etc. Je peux vous dire que c'est du très haut niveau, c'est-à-dire que là, on n'imagine même pas. Là. Mais ça se situe à quel niveau de personnes, au niveau gouvernemental, extraterrestre, à quel niveau? C'est au niveau alors les gens qui sont des Black Programmes sont des organismes parallèles aux organismes gouvernementaux, n'ont pas de lien, c'est transnational, enfin bon, et alors selon Monsieur X, c'est effectivement lié de très près au phénomène OVNI. Alors lui considère que c'est lié aux extraterrestres, moi pas forcément. Ce que lui a pu envisager, entendre comme des extraterrestres, moi je peux le percevoir autrement. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est dit peut être interprété à l'aune de sa propre connaissance, de sa propre perception, de ses propres sentiments, et ça c'est bon pour tous les lecteurs. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas censurer ce genre de personnes. C'est un niveau où là ils savent les choses même avant même que nous le sachions, si vous voulez. D'accord. Ça, ce qu'on va dire et ce qu'on va penser avant. Là c'est dans du très haut, ce que je vous disais, être du très haut. D'accord. Faut pas les censurer, ces gens-là, parce qu'à travers le message qui nous arrive, qui nous parvient, il y a toujours une vérité, il y a toujours une part de vérité. Et il y a toujours moyen d'aller puiser des diamants là-dedans. Et ça, quel que soit son niveau, c'est-à-dire à tous les niveaux, et au niveau de tous les lecteurs, quels que soient les lecteurs. Et surtout quand ce genre de personne, comme ce Monsieur X, a passé toutes les barrières, les obstacles que moi, de Top Secret, et puis quelques amis, nous avons pu lui faire franchir. Parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est pas le premier type qui va arriver, qui va me dire qu'il est un Monsieur X, que je vais publier dans Top Secret. Croyez bien que ça, j'en élimine 10 tous les numéros. Ouais. Vous avez fait une enquête approfondie, ouais. Bah oui, et puis c'est pas que moi, c'est toute l'ufologie entière à la limite. Et vous savez que les ufologues, il n'y a rien de plus pertinent qu'un ufologue, que plus fouineur qu'un ufologue. Il n'y a rien de plus méticuleux
cherchant dans le détail qu'un ufologue, et cette personne-là aurait dû être grillée bien avant d'arriver à Top Secret. Il se trouve qu'il s'est passé un événement assez spectaculaire. Pour vous raconter tout, je vous raconte l'histoire parce que vous avez posé la question. Alors donc, sachez-le, pour moi, cette personne est un ami, aujourd'hui, un ami mystérieux, si vous voulez, mais un ami quand même, ayant quelqu'un en qui j'ai toute confiance et qui a tout mon respect. Malgré tout ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que ça n'empêche que mes sentiments n'empêchent pas que je peux ne pas être du tout d'accord avec certaines choses qu'il va dire ou pas du tout croire de certaines choses qu'il peut me dire. Oui, il faut rester dans l'objectivité. Absolument. Mais il n'empêche que je sais que cet homme est sincère. D'accord. Voilà. Et alors, il se trouve que peut-être un an avant qu'on fasse cette série d'interviews, il m'avait passé comme ça des photos. En me disant, écoute, tu peux les publier, mais alors sous certaines conditions. Il y avait des conditions très strictes, évidemment de pas dire, de pas expliquer la provenance ou des choses comme ça. Je me souviens plus exactement des 2-3 petites conditions qu'il y avait autour de la donation de ces photos. Il me passe ces fichiers en me disant, voilà, là tu as des photos d'extraterrestres véritables. Qui sont des gens qui vivent dans des vaisseaux tout le temps, de la naissance à la mort, et qui sont eux spécifiquement, qui travaillent sur la génétique. Sur la génétique. Ce sont des génies de la génétique. Alors bon, là-dessus, moi, je reste très circonspect, très sceptique, malgré tout. Oui, parce qu'en plus, je me dis, tiens, l'homme a créé l'ordinateur. L'ordinateur est créé. L'ordinateur aujourd'hui, pour créer un ordinateur, on ne peut pas ne pas utiliser un ordinateur. Et qui est plus à même et compétent qu'un ordinateur pour fabriquer un ordinateur puissant aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Et aujourd'hui, l'ordinateur est spécialisé dans la création d'ordinateurs, si vous voulez. Si je fais le parallèle, je vais dire, ces créatures dont Monsieur X parle et que lui a pris pour des extraterrestres, finalement, pourraient tout aussi bien être des créatures créées par l'homme, par la génétique, et elles ont été créées pour être particulièrement efficientes dans le domaine de la génétique. Et ces créatures créées par l'homme génétiquement pourraient très bien et logiquement se retrouver à vivre dans des laboratoires en permanence, à concevoir du génétique, à l'image d'un ordinateur. Quelque part, on est capable de faire ce genre de choses parce que... c'est la question. Alors, cette réflexion que j'ai, moi, évidemment qu'on ne l'a pas au bout de 5 minutes qu'on s'intéresse au sujet. Cette réflexion que j'ai de me dire, c'est peut-être pas des extraterrestres, c'est peut-être des créatures génétiquement modifiées. Il faut en avoir essuyé des enquêtes avant. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie de Rock Sucker du magazine Top Secret. D'ailleurs au niveau de la médecine, on voit bien qu'on régresse quelque part. On fait beaucoup d'émissions avec Sylvie Simon sur les vaccins, sur les effets secondaires des médicaments. On régresse plutôt. Et on regrette un peu au niveau partout, médical. Oui, partout. Dans tous les domaines de la science, bien sûr. Quasiment dans tous. Ouais. Alors, justement, est-ce qu'on peut être capable de faire des choses comme ça, nous, êtres humains? Moi, je peux pas vous répondre oui à brûle pour point, mais disons que je dis qu'on peut l'imaginer. Il y a des possibilités, il y a des recherches qui ont été effectuées. Je veux dire, les nazis n'ont pas cherché qu'à créer la race supérieure. Les nazis n'ont pas cherché qu'à créer le super arien, grand blond et machin. Pour qu'il y ait une race supérieure, grand blond, bidule, chouette, il fallait aussi qu'ils créent une race d'esclaves. Donc les chercheurs nazis, les scientifiques nazis qui ont travaillé abominablement dans la génétique, etc., se sont aussi penchés, ils ont travaillé non seulement à créer des peuples à toute vitesse, c'est-à-dire comment faire pour qu'une femme, au lieu de mettre au monde tous les 9 mois un enfant, comment est-ce qu'elle pourrait faire des triplés, des quadruplés à chaque fois.
C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on renouvelle une armée beaucoup plus efficacement que si toutes les femmes font qu'un gosse, vous voyez. Donc, ils ont travaillé sur la création de cette race supérieure, d'un point de vue de la génétique. Mais il n'est pas dit qu'ils n'ont pas travaillé aussi sur la création d'une race d'esclaves, c'est-à-dire de créatures génétiquement modifiées, destinées à les servir servilement, à vivre que 2 ou 3 ans, etc., etc. Et là, on arrive à des créatures qui peuvent beaucoup ressembler à des gris. Ouais. Finalement. Mais bon, ce que je vous raconte là, évidemment, c'est l'aboutissement. Et c'est un des aboutissements, d'un des embranchements de réflexion que j'ai pu suivre. On a bien compris, oui. C'est pour répondre à la question que vous me dites, est-ce que l'humanité pourrait le faire? Je ne sais pas. Toujours est-il que depuis les années 30, l'humanité travaille, fait des travaux dans la génétique. Personne s'est vanté de ce genre de résultats. Il y a eu quelques témoignages à droite à gauche de choses, mais on n'en a pas la preuve. Il faut juste l'imaginer. D'accord. Enfin, revenons à notre monsieur X, alors. Revenons à Monsieur X. À moins que vous ayez une Non. La question, ça sera pour tout à l'heure. Revenons à Monsieur X. Je ne veux pas donner l'impression de choquer vos auditeurs, mais... Non, on a très bien compris que vous étiez dans la réflexion. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. C'est-à-dire que si on va dans la réflexion d'essayer de comprendre le monde, comprendre ce qui se passe, il faut analyser les choses point par point. Il faut analyser les choses point par point. On n'a jamais de preuves sur le domaine des avancées scientifiques. On pourra tout à l'heure parler rapidement des ovnis également. Parce que là, je me fais l'avocat du diable par rapport à l'ufologie. Alors, il y a certains ufologues qui sont des tenants purs et durs de l'extraterrestre qui arrive avec un ovni en tôle et boulon et qui vient vous dire tiens, j'ai oublié de l'eau, file-moi une bouteille d'eau, et qui repart sur son engin. Il y a ça a existé dans les années 50, ce genre de témoignage. Mais on peut pas réduire l'ufologie à la soupe aux choux. Non, par contre, ça doit exister puisqu'il y a des témoins. Il y a des témoins, mais on ne peut pas réduire toute l'ufologie à ce genre de témoignage. Non. Ce serait vraiment très réducteur d'imaginer les extraterrestres uniquement comme le personnage de la soupe aux choux, si vous voulez. Comme quelqu'un qui vous dit pour démarrer l'engin, il me faut une allumette, est-ce que tu n'aurais pas du feu? Oui, tout à fait. Ça, c'est arrivé. Ouais. On peut aussi imaginer les extraterrestres comme étant des dieux, etc., plus ou moins matériels. Bref, c'est très vaste, la réflexion est très vaste. Là, tout à l'heure, c'était un échantillon de réflexion qu'on pouvait avoir. Moi, je suis ouvert à toutes les théories, à toutes les possibilités. Oui, et puis d'autant plus que les extraterrestres, il doit y en avoir plusieurs sortes, plusieurs races d'extraterrestres qui n'ont pas le même fonctionnement les uns les autres. Objectifs, voilà, etc. Tout à fait. Qui ne sont peut-être pas dans les mêmes dimensions non plus. Absolument. Donc tout ça nous éloigne quand même considérablement de la soupe aux choux, on va dire. Ah oui. Ou du gendarme et des gendarmettes. Moi j'aime beaucoup de Funès. Moi aussi. Mais voilà, ce serait réducteur de dire que moi je suis arrêté. J'ai commencé l'ufologie comme ça, on va dire, comme tout le monde. Mais ce serait complètement stupide et complètement inouï si je m'étais arrêté là. Si j'avais continué de regarder les extraterrestres uniquement que comme ça, en rejetant tout le reste. D'ailleurs, on le voit bien, d'après les témoignages, il y a des engins qui apparaissent, qui disparaissent aussi vite qu'ils ont apparu. Absolument. Et voilà. Donc l'ufologie englobe, comme je vous l'ai dit au début, englobe donc la possibilité de dieux, de créatures qui se sont fait passer pour les dieux, qui de cette dimension ou pas, et ça va jusqu'à évidemment au prototype militaire, et ça va aussi jusqu'aux voyageurs du temps. Tout à fait. C'est-à-dire que l'ufologie, c'est pas uniquement cantonné à l'image qu'on met un peu trop souvent dans le grand public, c'est-à-dire l'image de l'extraterrestre soupe aux choux. C'est dommage de réduire ça à ce niveau-là, alors que c'est un sujet beaucoup plus passionnant et beaucoup plus vaste. Alors je vais finir rapidement avec notre affaire de Monsieur X. Allez-y. Il se trouve que ces photos-là, je les ai pas publiées par rapport à tout ce que je viens de vous dire, parce que ça me paraissait un peu fort de café. J'avais du mal à croire à ces photos. Et puis 1 an et demi après, je les diffuse sans même le prévenir, avec la légende en disant ce serait, d'après notre source, ce serait des vraies photos, etc. Or, il se trouve que ces photos étaient extraites d'un film. Ah oui. Très vite, les lecteurs s'en sont rendus compte. Il se trouve que j'avais pas vu ce film-là. Ça arrive, j'ai pas vu tous les films, j'en ai vu beaucoup, mais comme par hasard, ça devait arriver que celui-là, et je l'avais pas vu. Pourtant, je peux vous dire que les poses étaient assez caractéristiques. Évidemment, a éclaté un gros scandale sur Internet autour de mon magazine. On m'a dit, mais d'où sortent ces photos? Et
Et comme je n'avais rien à cacher, j'ai dit, c'est Monsieur X qui me les avait fournis, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est pas Monsieur X qui m'avait manipulé dans l'histoire, mais c'est que lui-même avait été manipulé, si vous voulez. Ouais. Il y a eu une grosse manipulation autour des fichiers, et si ce n'est pas au niveau des fichiers, c'est carrément au niveau des photos. Mais enfin bon, ce serait un peu compliqué de rentrer dans ces détails, mais ça a été l'acharnement de certaines personnes tout à fait mystérieuses, qui savait plus de choses que moi sur des événements qui allaient se produire, m'a mis la puce à l'oreille en me disant tiens, finalement je vois qu'il y avait vraiment une intention derrière toute cette histoire. Ça a été expliqué en long et en large auprès des lecteurs qui ont bien compris les tenants et les aboutissants. Ouais. Mais comme je voulais être complètement en accord avec mes lecteurs et pas leur imposer quoi que ce soit, je leur ai proposé un référendum. C'est le cas de le dire, plus difficile de faire plus démocratique, avec une pilule rouge, une pilule bleue. D'accord. Et les gens qui ne voulaient plus entendre parler de Monsieur X et qui ne voulaient plus la suite de la série des interviews, parce qu'il y avait encore 1 ou 2 interviews, m'envoyaient une pilule bleue. Et ceux qui voulaient au contraire, en connaissance de cause, après toute cette histoire qui était au contraire symptomatique que c'était authentique l'histoire de Monsieur X. Parce qu'il faut bien savoir que dans toute l'histoire de l'ufologie, tous ces gens des Black Programmes qui ont été loin dans leur divulgation, et il y en a eu beaucoup, il leur est tous arrivé soit un accident, soit un discrédit, soit un gros truc, une tarte à la crème qui fait qu'on peut plus les croire. Et ça fait partie l'archétype même de ce genre de phénomène de divulgation. Toujours est-il que les lecteurs, à 99,5%, m'ont renvoyé la pilule rouge. Et c'était l'objet de cette couverture. Voilà ma réponse qui était un peu longue, je suis désolé, de choisissez pilule rouge, pilule bleue. Alors on va expliquer ce que c'est qu'un Black Programme pour les personnes non averties. Eh bien, les Black Programmes, ce sont des programmes qui échappent, des programmes souvent américains, mais bon, les Russes en ont eu, je pense qu'en France aussi. En France, on est très très bon, il faut faire attention, on a l'air de rien comme ça en France, mais au niveau des services, croyez-moi que on est très très efficient, très efficace, et on n'a rien à envier aux Américains ni aux Russes. Je parle là de ce qui est du monde du secret. D'ailleurs, c'est pas non plus un hasard si en France ça ne parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de fuites, de choses comme ça qui sortent, alors que aux États-Unis c'est le feu d'artifice, quoi. C'est tous les jours un nouveau. Donc c'est une autre politique. Mais il faut pas avoir de complexe en France. Au contraire, pour l'instant, on est encore très très bon. Alors, fin de parenthèse, je reviens sur les Black Programmes. Les Black Programmes, ce sont des programmes souvent scientifiques, exotiques, qui sortent du champ officiel et qui sont financés par des financements occultes, si vous voulez. Et souvent, ils passent même pas par le plus haut niveau de l'État. Voilà, en tout cas aux États-Unis, c'est le cas parce que en réalité, un président américain n'a pas besoin de savoir, puisqu'il est là que pour 4 ans, 8 ans, il n'a pas besoin de savoir ce que d'autres font pour le pays sur des programmes de 10, 15, 20, 30 ans. D'accord. Alors c'est dans l'aviation, vous avez des Black Programmes dans l'aviation, avec la base 51 par exemple, etc., la base Edward. Ce sont des programmes qui sont noirs dans le sens qu'ils sont occultes, on ne sait pas, on ne peut pas rentrer dans ces labos, on ne peut pas rentrer dans... Vous voyez, il faut avoir le badge qui convient. Oui, mais c'est très compliqué. Ça paraît insensé, aux auditeurs, par exemple, on nous pose souvent la question, mais comment se fait-il que, quand même, les gouvernements ont le contrôle sur la recherche, sur la base 51, on dit que c'est une base où il y a l'armée, c'est secret, d'accord, mais on pourrait quand même essayer de lever certains secrets, de savoir exactement ce qui s'y passe et qui. Il faut mettre ça dans le contexte de l'histoire. Voilà. Ces Black Programmes-là ont été créés au moment de la guerre 40, les derniers gros trucs, et c'était dans un état de guerre, c'était les militaires qui avaient un gros pouvoir, et Eisenhower était lui-même un militaire, il était président au moment où tout ça a été mis en place. Donc, en tant que militaire, il savait qu'il fallait quand même se méfier des politiques, qu'il fallait que les politiques étaient là que pour un temps, et que si on voulait garder un secret, il valait peut-être mieux mettre ces gens-là de côté qui étaient trop liés au complexe militaro-industriel, etc., etc.
il y a des intérêts. Donc, ils ont instauré le need to know, c'est-à-dire que si tu as besoin de savoir, on va te montrer des choses, mais c'est tout, pas au-delà. Un mot sur les crop circles. Qu'est-ce que vous pensez justement des crop circles? On traite souvent ce sujet ici dans l'émission La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Alors, ce sont les extraterrestres ou ça vient d'autres choses? C'est encore les crop circles, c'est un sujet très très délicat parce que, vous voyez, on est toujours dans le domaine de la preuve. Oui. On se dit, quelqu'un de néophyte qui arrive comme ça, qui débarque là-dedans, il voit des crop circles, il dit là moi j'ai ma preuve, j'ai la preuve que ça existe. C'est concret, ce sont des structures aujourd'hui qui sont extraordinairement complexes. A priori, comment croire que ça va être de retraités, etc., etc., etc. Bon. En réalité, les crop circles, ce n'est pas une preuve parce que vous avez des arguments contraires à la thèse extraterrestre. Vous avez des gens qui vont vous dire mais t'as pas remarqué que les crop circles ça fait vraiment 40 ans que ça existe ou 30 ans que ça existe et que ça a suivi l'évolution technologique parfaitement, c'est-à-dire que ça a commencé par de simples ronds et ensuite ça s'est complexifié en même temps que notre monde se complexifiait, que nos technologies évoluaient. Tu as pas remarqué que ces crop circles ont toujours lieu en Angleterre au même endroit, que personne les a repérés? Ça apparaît justement dans des terrains qui appartiennent aux militaires. C'est-à-dire que ce sont des terrains qui sont loués par l'armée à des agriculteurs qui les cultivent, mais ce sont des terres de l'armée. Ouais. Etc. Et alors donc il y a toujours la suspicion de se dire est-ce que c'est pas fait par satellite, est-ce que c'est pas fait, etc. Alors après vous avez des gens très sérieux, des amis à moi qui sont allés là-bas avec des instruments pour prendre des relevés, etc., etc. Alors eux ils vont avoir d'autres théories. Et puis vous avez aussi ceux qui vont dire que c'est en fait une théorie pour modifier l'ADN du blé par rapport à l'humanité, etc., etc. Enfin bon. Moi, je n'ai aucune réponse par rapport au crop circle. C'est un sujet dont je me méfie parce qu'il y a beaucoup d'animosité autour de ce sujet qui est un sujet fascinant. Mais du coup, les gens perdent un peu de leur tolérance. Et c'est dommage parce que vous n'avez pas deux chercheurs en crop circle qui vont penser la même chose, si vous voulez. Et très vite, les discussions peuvent dégénérer. Il y a des guerres entre les... Vous savez qu'il y a des guerres entre groupes non, je ne savais pas, non. Des crop circles terribles. Oh, il y a des guerres partout, hein. C'est le problème. mais voilà, le souci des crop circles, c'est là. Et puis moi, alors là, vraiment, je n'ai pas de théorie là-dessus parce que je n'ai pas de réponse. C'est très compliqué. Parce que vous avez aussi les artistes qui font ça. Il y a des crop circles d'artistes. Oui, mais là c'est quand même complexe. Ils sont quand même assez voilà. complexifiés. Mais moi, il y en a notamment un que j'ai trouvé éminemment complexe. Je me disais mais c'est impossible de le faire parce que si tu le fais, tu détruis ce que tu as fait à côté. Si tu écartes, etc., etc. Des amis me disent avec leur relevé, non, ça c'est un faux. Alors que les nœuds sont tortillés les uns dans les autres, moi je ne sais plus. Moi je ne sais plus. Franchement, je suis complètement déstabilisé par rapport à ce phénomène. S'il y a des vrais, s'il y a des faux, etc., je ne saurais faire la différence. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. C'est la Clé du Mystère, nous sommes toujours en compagnie de Rock Sucker du magazine Top Secret. Alors sur YouTube, j'ai pu visionner une vidéo sur l'affaire de l'aéroport de Denver et la franc-maçonnerie. C'est un sujet que vous abordez dans le magazine Top Secret. Fantasme ou réalité? Non, on aborde évidemment tous les... On essaie de regarder le monde sous un autre angle, donc on aborde évidemment ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on essaie de décrypter le code de la matrice, on essaie de voir les influences, les symboles, etc., le pourquoi du comment, de remonter très loin dans l'origine des dieux. Et évidemment, les religions sont directement et plus ou moins héritières de cet enjeu, de ce jeu qui se passe à un autre niveau que le nôtre. Les sociétés secrètes également.
Et donc, c'est amusant de repérer dans les institutions, dans les administrations, dans les grandes entreprises, etc., tous ces symboles qui reviennent perpétuellement comme un leitmotiv, comme une signature. Et l'aéroport de Denver est un sommet dans ce domaine. Il est porteur d'un véritable mystère avec des témoignages tout à fait extraordinaires et passionnants de militaires qui ont été en charge de la sécurité là-bas, etc. J'ai même un témoignage inédit d'un ami qui est un technicien des aéroports, c'est-à-dire que son métier c'était de bâtir des aéroports et de concevoir des infrastructures d'aéroports civils. Et suite à l'émission que j'avais fait sur ce sujet-là, une fois, il m'a contacté pour me dire que c'est très marrant parce que j'étais pas au courant de cette histoire, mais figure-toi que moi je suis allé à l'époque à Denver pour observer comment travaillaient les Américains, etc. On a étudié la conception à l'époque, l'aéroport n'était pas encore construit, du terrain. Et il m'expliquait qu'il y avait un mystère qui nous avait complètement sidérés, parce qu'ils étaient toute une équipe de Français, vous savez, qui dans ce moment qui se déplacent pour voir un peu les ingénieurs, des machins comme ça. Et il m'a dit, et c'est vrai que ça m'a interloqué, il y a une chose fantastique qu'on n'avait jamais vue, et ça ne se fait jamais dans le cadre d'un aéroport, c'est qu'ils avaient coulé une chape de béton de 40 cm sur toute la zone, mais sans aucune... comme un toit, quoi. Ah oui. Pas sur pas au niveau de la piste, pas au niveau des bâtiments, ni rien. Non, sur toute la zone. Ouais, quand même. Et ça, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait cette espèce de bouchon. Mais alors, quand on connaît un peu mieux la problématique de l'aéroport de Denver en tant que porte vers un monde intérieur, on peut mieux envisager le pourquoi du comment. Qu'est-ce que vous entendez en tant que porte ? C'est-à-dire que donc, comme vous l'avez vu certainement dans la vidéo, l'aéroport de Denver serait une des entrées vers des galeries souterraines de bases militaires hybrides, à savoir moitié humaine, moitié extraterrestre. Après, moi quand je dis extraterrestre, mais sur le terme extraterrestre, on y met ce qu'on veut. Oui. Avec plusieurs niveaux, etc. Enfin bon, ça, il faut lire la littérature sur Denver, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et qui donne accès à des galeries qui sont reliées à des points névralgiques à travers la planète par des trains à air comprimé, si vous voulez, à grande vitesse, à des vitesses folles, qui atteignent plusieurs milliers de kilomètres heure. C'est fou, ça. Pour traverser la Terre en quelques heures, vous arrivez à l'autre bout de la Terre, peut-être même pas quelques heures, quoi. Donc des vitesses colossales. Ce sont des trains qui sont, d'après les témoignages de l'époque, je vous parle de ça, c'est il y a 15-20 ans, qui sont dans des tubes à vide. Ils sont placés dans des tubes à vide. Et vous embarquez là-dedans, et voilà. Bon, enfin bref. On y croit, on n'y croit pas. Il y a des témoignages, c'est étonnant. Un des témoins, notamment, qui est un grand spécialiste des tunneliers, après sa divulgation, avait été retrouvé suicidé. Enfin, quand même. Ce genre de niveau. Alors maintenant, vous me demandez à moi si c'est vrai ou c'est pas. Moi, c'est pas mon rôle. Oui, on a bien compris. Aucun secret. On a bien compris. Aucun secret. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Simplement, ce que j'essaye, c'est d'éveiller mes lecteurs à toutes ces choses, pour qu'ensuite ils fassent son propre cheminement, sa propre recherche, sa propre réflexion, Voilà. Et puis surtout, je crois que ça fait du bien d'essayer de regarder les événements et le monde autrement que tel qu'on nous le présente à longueur de journée dans les journaux aujourd'hui, ce qui nous rabaisse en fait, qui rabaisse l'humanité à ce qu'il est de plus médiocre. Ouais, c'est vrai. Comment le magazine Top Secret est accueilli en général par le grand public ? Je pense que ça peut être difficile aujourd'hui pour le grand public de rentrer dans Top Secret. Encore qu'il y en a pour tous les niveaux dans le magazine, il y a plusieurs niveaux d'articles. Et puis bon, on est quand même... on a toujours des articles d'histoire. Dans le prochain numéro, on va parler du comte de Saint-Germain et des choses comme ça. Ah oui. Oui, un article passionnant sur le comte de Saint-Germain dans
un long article vraiment très intéressant. Donc de ce point de vue-là, c'est très abordable d'un point de vue de l'histoire, etc. Par contre, c'est vrai que quand on va parler de certains sujets, des voyageurs du temps, d'autres sujets comme ça, il faut se rendre compte que Top Secret, c'est comme un puzzle. Donc au fur et à mesure des numéros, et on est aujourd'hui au numéro 66, au fur et à mesure des numéros, le puzzle il se construit. Ouais. Alors, il y a des zones, comme tout à l'heure je disais, des zones un peu sombres du puzzle qu'on a avancé. Alors on va aller vers des zones plus lumineuses, ça va faire du bien à tout le monde, on va avoir des choses un peu plus spirituelles, un peu plus sympathiques. Mais c'est un puzzle. Et si vous débarquez dans Top Secret aujourd'hui sans jamais avoir lu un Top Secret, je pense que ça peut vous faire drôle. Parce que nous, on a un travail, avec les lecteurs qui nous suivent, on a un travail quand même de plus de 10 ans maintenant. Mais c'est ce qui est aussi passionnant, ce travail de cohérence. Je vais faire un peu une comparaison un peu triviale, mais c'est comme si vous voulez rentrer dans une série télévisée du style Stargate ou Fringe, et que vous arrivez à la saison 5, épisode 15. Vous voyez, d'accord. C'est pas évident que vous compreniez tout et que vous appréciez l'épisode à sa juste valeur. Est-ce que vous avez des projets pour Top Secret? Des projets rédactionnels ou autre chose, je sais pas. Ah, des projets rédactionnels. Ben, vous savez, en fait, c'est toute l'histoire de ce magazine, c'est qu'on finit un numéro, on ne sait pas ce qu'on va faire au numéro d'après. C'est le saut dans l'inconnu à chaque fois. C'est ce qui est dur aussi, moi, depuis 11 ans. Vous terminez un numéro et puis vous savez qu'il va falloir regravir une nouvelle montagne en face, la même si ça se trouve, mais et vous savez pas avec quoi. Et puis c'est le côté merveilleux des choses. Ce que j'allais dire. Ouais. C'est que ça arrive. Oui. Passionnant, c'est passionnant. C'est passionnant, mais et puis surtout, ce qui est fascinant, c'est que les auteurs, tout d'un coup, nous faudrait un article sur telle chose, et puis l'article nous est proposé par un auteur formidable, etc. Vous voyez, c'est comme si on était sur des rails. On trouve ça aussi à la radio, quand on se prépare à faire un sujet, il y a 2 ou 3 sujets complètement différents auxquels on s'attendait pas, qui nous tombent dessus. Voilà. Et heureusement, parce que sinon, tout à fait, on serait bien démunis. Ouais. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Pour ceux qui lisent et qui suivent le magazine Top Secret, j'espère que ça leur a apporté plus de bien que de mal, parce que ça pour moi c'est un des critères fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut, dans toute démarche comme ça de recherche, de quête de vérité, il faut se poser la question de savoir si ça nous fait du bien ou du mal, à moyen ou à long terme. Et si on se rend compte que ça nous fait rentrer dans quelque chose de négatif vis-à-vis des autres humains, vis-à-vis de certaines valeurs universelles, ou vis-à-vis même de soi-même, s'il y a un côté malsain, un côté négatif, dans ces cas-là, il faut tout de suite arrêter. Et je pense que dans une démarche de quête de vérité, c'est le seul critère qu'on doit avoir, c'est est-ce que ça nous fait du bien? Et ça, c'est dans toute recherche individuelle. Bien sûr. Et a fortiori au niveau d'une recherche dans un magazine où on est tous ensemble, parce que le magazine, il n'est pas conçu par moi tout seul, il est conçu par toute cette chaîne de lecteurs, tous ensemble, parce que les lecteurs m'écrivent, les lecteurs nous envoient des choses, etc. Des fois, certains s'étonnent, pourquoi vous n'avez pas parlé de tel sujet de politique ou de sociologie, mais ce n'est pas notre propos. Pour avoir un regard un peu plus affûté sur le monde, il faut prendre du recul et pas se cantonner aux querelles bassement terrestres de clochers et d'églises. Tout à fait. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Nous avons le site topsecret.fr, www.topsecret.fr. Ce site va connaître un changement là dans les jours qui viennent, puisque nous allons mettre en ligne de nombreux articles passés pour fêter notre 11e année, et donc il va y avoir beaucoup de lectures sur le site, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce que c'était du travail et qu'on n'avait pas non plus l'équipe, c'est long à faire, et donc ça va être fait. Dans les jours à venir, il y aura de la lecture pour toutes les personnes qui connaissent pas Top Secret. Il y aura beaucoup d'articles en ligne, ils pourront se régaler. Donc on peut trouver des vidéos, des photos, des articles. Si vous voulez, notre activité principale, on est une toute petite équipe, et au niveau de la rédaction, je parle des permanents,
on consacre tout notre temps au magazine et à la qualité du magazine. On a cette exigence de cohérence, de vérification, etc., etc. Et on est une trop petite équipe pour nous permettre aussi d'avoir tout un truc sur Internet, quoi. On ne peut pas se permettre de travailler à ce point-là sur Internet. Donc on privilégie le magazine, puisque là on estime que c'est important. Les gens déboursent une somme pour l'acheter. Aujourd'hui, c'est pas si simple que ça en plus en temps de crise. Donc par respect pour les lecteurs, c'est normal qu'on mette le paquet dans le magazine, et évidemment ça se fait un peu au détriment du site. On n'a pas un site très réactif. Des fois on annonce la sortie du magazine 3-4 jours après la sortie du mag, parce que justement on n'est pas parce qu'on est un peu fatigué après un bouclage et que on n'a pas trop le temps. Vous voyez, on n'est pas très sérieux vis-à-vis du web toujours, mais parce qu'on est très sérieux vis-à-vis du magazine. Oui, c'est pas le but non plus. Merci Rocksucker d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion, et à très bientôt et bonne chance pour votre magazine Top Secret. Je vous dis à très bientôt également. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec les histoires. Non, pas du tout. C'était très passionnant. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Fréquence Évasion.